Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis du Congo, nous vous remercions d'être présents pour cette nouvelle émission de Compte à rebours. Vous devrez vous habituer le compte à rebours. Pourquoi? Eh bien, le compte à rebours par rapport à la fin du deuxième mandat de M. Joseph Kabila, deuxième mandat qui est sorti des élections chahutées de 2011. Et les jours commencent à s'égrener un peu plus rapidement, et ce qui nous pousse aussi à recevoir de plus en plus d'hommes politiques, de compatriotes qui aiment le Congo, qui veulent faire quelque chose pour le Congo. Et aujourd'hui, nous recevons M. Babi Balukuna. M. Babi Balukuna, bonsoir. Bonsoir, M. Fita. Et si on devrait vous donner une étiquette ou une ou plusieurs casquettes, quelles sont ces casquettes que vous pourrez donc montrer à nos téléspectateurs et à nos lecteurs? Je suis très à l'aise dans ma tenue de combattant, un homme de la rue. Et je suis aussi très à l'aise en tant que cadre politique. Et voilà, je suis un amoureux du Congo. Bien, merci. Et donc, M. Babi Balukuna, pour ceux qui ont suivi donc, les différents mouvements des combattants ici en Belgique, ils ont eu à le voir assez souvent sur plusieurs fronts, mais il a une particularité, c'est qu'il avait été aussi donc, lors des élections de la fois passée. Est-ce que vous pouvez nous rappeler où est-ce que vous étiez présenté et quels avaient été les résultats? Parce que nous savons qu'il y avait eu de façon bourrage d'urne. Tout à fait. Merci pour l'occasion. J'étais en 2011 candidat député national pour la circonscription de Lukunga. Et à ce moment-là, je partais en indépendant et toujours sous les couleurs d'Étienne Tshisekedi, parce que c'est pour lui que nous avions beaucoup communiqué et mobilisé la population. Mais cette fois-ci, je reviens dans ce qui est une structure que nous avions co-créée. C'est une plateforme politique, CET, soutien à Étienne Tshisekedi. C'est sous cette enseigne que je me présente pour la commune de Ngaliema comme candidat député provincial. Bien, merci beaucoup, M. Babi Balukuna. Et vous savez, pour mieux comprendre le compte à rebours, il faudrait assez régulièrement faire une lecture de l'actualité. Et nous commençons par une actualité qui nous touche, nous qui vivons ici en Belgique. Et M. Étienne Tshisekedi, le président de l'UDPS, est à Bruxelles. Et des gens ont voulu organiser une rencontre avec lui. Vous êtes partie prenante? Oui, ça tombe bien parce que je suis en même temps co-organisateur. Donc nous avions voulu mettre en présence le président Étienne Tshisekedi, chantre du dialogue, et en face de lui la diaspora congolaise qui comprend donc d'une part des combattants mais aussi des non-combattants, des citoyens congolais vivant ici à l'étranger, surtout en Europe. Et ce que nous apprécions dans cette démarche, c'est que nous avions obtenu l'accord de principe du président Étienne Tshisekedi, président élu, qui a bien accepté de rencontrer la communauté pour pouvoir l'éclairer sur son option levée, qui est celui du dialogue. Bon, vous savez, le dialogue, on bouffe le dialogue à toutes les sauces. Oui. Est-ce que vous pouvez clarifier pour ceux qui nous suivent votre entendement du dialogue? Avant même que je ne vous donne mon entendement ou l'entendement de mon groupe à moi, donc la force du combat intelligent sur le dialogue, c'est d'abord de pouvoir rappeler que lors de cette rencontre du 8 de ce mois, donc ce samedi prochain, c'est une rencontre qui va permettre à ce que ceux qui sont pour le dialogue apportent leurs moyens de défense et leur soutenance, mais aussi qu'il y ait ceux qui sont contre le dialogue pour pouvoir dire pourquoi ils n'aiment pas le dialogue et pourquoi, à la place du dialogue, ils proposent quoi. Et pour ceux qui aiment le dialogue ou qui trouvent que le dialogue peut être une solution pour ce que nous envisageons, ils doivent nous dire, au cas où le dialogue ne marchait pas, qu'est-ce qui peut être envisagé à la place.
Donc voilà un peu l'utilité de cette rencontre. Donc ce n'est pas seulement une rencontre des Tshisekédistes ou une rencontre de ceux de l'UDPS, mais c'est une rencontre en tout cas pour tous les Congolais. Revenant à la question posée, je dois vous dire que moi personnellement, je trouve que le dialogue a toujours été une meilleure façon pour nous autres qui nous disons démocrates, pour nous autres qui nous disons amener l'état de droit au Congo, de pouvoir trouver des solutions, surtout quand il y a constipation, il y a blocage, comme on en a eu ici en 2011 après les élections. Vous voyez très bien que le président Etienne Tshisekedi, qui a été mis en résidence surveillée pendant un bon moment, qui en est sorti et qui est resté plusieurs temps en difficulté de pouvoir organiser par exemple des meetings avec sa base, qui a été en difficulté de pouvoir parler librement sur les médias, surtout nationaux. Malheureusement, aujourd'hui, il a pensé que il faut revenir à la table de discussion. Et ce qui est encore bien dans ce dialogue, il insiste que ce soit sous l'arbitrage de la communauté internationale. Et les gens veulent comprendre pourquoi la communauté internationale. Je pense que après 2011, tout le monde avait constaté que le résultat des urnes était ce que nous tous nous connaissons. Tshisekedi avait gagné. Et la communauté internationale a, entre guillemets, penché du côté de ceux qui sont au pouvoir. Parce que si ça ne dépendait que de la population qui avait élu Tshisekedi, donc ceux qui sont au pouvoir ne pouvaient pas y rester. Mais il y a eu un appui et c'est pourquoi il insiste pour que ce dialogue, cette fois-ci, se fasse en présence de ceux qui avaient apporté du poids dans la balance du côté de ceux qui nous mettent à genoux jusqu'à présent. Voilà, donc le dialogue, c'est une discussion, le dialogue, c'est une conversation. Cela ne veut en rien dire qu'en allant à la table des discussions, nous venons pour épouser les idées des autres. Voilà. Mais il y a un problème, les gens d'en face, eux, quand ils disent dialogue, en commençant par M. Joseph Kabila, oui, il ne dit pas question des étrangers. S'il s'entête dans sa position et vous vous entêtez dans la vôtre qu'il faut une médiation internationale, où allons-nous arriver ? Mais le président Tshisekedi, dans sa dernière sortie à l'hôtel Pullman, l'a très bien précisé que si le cas adverse s'entête, il va tout simplement presser sur la gâchette qui est en sa possession ou en sa disposition. C'est la population, celle qu'il avait élue en 2011, celle qui lui a toujours témoigné d'une affection et d'un soutien depuis très longtemps. Alors, je pense que cette arme-là est une arme très efficace pour pouvoir faire fléchir ceux qui sont en face. Bien, passons maintenant à l'actualité. Vous aviez été candidat en 2011 et cette année, vous le serez aussi ? Oui, je suis déjà candidat en Ngaliema pour les élections provinciales. Et le but, c'est d'être présent à toutes les autres étapes des élections, sauf bien sûr à la présidence où nous ne sommes pas encore prêts pour le moment, mais nous allons soutenir la bonne personne. Mais au jour d'aujourd'hui, vous pensez que ces élections auront lieu dans les délais ? Avoir le nombre d'actions que les gens d'en face posent, par exemple vouloir faire élire des gouverneurs par des députés donc, dont le mandat est périmé depuis 2012 et s'ils arrivaient à mettre leur gaillard. Donc les élections pour lesquelles vous vous portez candidat risquent d'être renvoyées au calendrier grec. Et qu'allez-vous faire ? Oui, au début vous vouliez savoir si ces élections auront lieu. Je crois que ça n'est pas vraiment mon rôle de dire si ça aura lieu parce que je n'en suis pas organisateur. Mon rôle, c'est Non, quand je dis avoir lieu, c'est-à-dire nous sommes début août. Oui. Les élections sont prévues pour le 25 octobre. Et le 6 octobre, ils font des élections avec leur gaillard là. Oui. Et dans l'entretemps, pour qu'il y ait des élections, il faut qu'on enregistre les nouveaux électeurs qui ont eu 18 ans en 2011 et 2015. Est-ce que c'est tenable à 3 mois ? Je vais m'embarquer sur 2 volets pour vous répondre. Dans le premier, il faut vous dire que matériellement, ce n'est pas faisable. Tout simplement parce que déjà, il n'y a pas la loi répartissant les sièges pour
notamment les anciennes provinces et les nouvelles provinces. Et d'ailleurs, là, je peux profiter de vous dire que j'ai comme l'impression que le pouvoir de Kinshasa vient de trouver maintenant une bonne raison pour s'octroyer un glissement en douceur. Après avoir échoué la tentative lors de la révision de la loi électorale, et cette fois-ci, ils ont trouvé que c'est possible de le faire avec le glissement. Parce que la vitesse avec laquelle Évariste Bochab, ministre de l'Intérieur, est en train de vouloir que cela se fasse, elle est quand même surprenante. Hein. Et ça me rappelle un peu la vitesse qu'il avait amorcée avec l'histoire de l'ONIP. Vous vous souviendrez que Adolphe Lumanou était déjà entraîné sur tous les plateaux pour défendre les recensements. Il était même au Sénat pour montrer l'utilité des recensements par rapport aux élections. À l'issue du blocage, ils ont été bloqués. Quand ils ont compris le blocage, maintenant, c'est le découpage qui leur maintenant sert de voie pour obtenir le glissement. Et ça, nous décrions. Et nous regrettons quand même que la communauté reste braquée sur des débats qui n'ont pas lieu d'être. Le dialogue, par exemple, ce n'est qu'une proposition jusqu'à présent. Et le dialogue n'a pas encore donné des signaux de faisabilité de toute façon. Donc, qu'on s'acharne sur l'homme qui propose le dialogue ou le parti qui propose le dialogue, je crois que c'est une perte de temps. Les questions primordiales sont celles-ci. Comme je viens de vous dire dans le premier volet, il y a matériellement impossibilité d'organiser ces élections. Or, il faut contraindre ces gens à les organiser. Dans un autre volet, je viens vous dire que nous voyons maintenant que Kabila est en train de vouloir replacer, repositionner ses commandants des territoires, donc les gouverneurs, pour que, à sa portée, il y ait tous les services de l'État, comme ça l'était en 2011 et en 2006, pour que dans toutes les provinces où il arrive, le gouverneur organise sa campagne avec son directeur de campagne au niveau national et qu'il soit candidat. Par contre, la Constitution le lui empêche. La Constitution ne veut pas que Kabila revienne pour la troisième fois, pardon. Donc ici, c'est à nous de nous lever pour faire comprendre à M. Kabila que nous comprenons très bien leur manœuvre et que nous sommes à même de faire quelque chose. Il ne suffit pas seulement de se plaindre du glissement, il ne suffit pas non plus de le dénoncer comme je vois beaucoup de gens le dire à la télévision, mais qu'est-ce que nous faisons pour empêcher le glissement? C'est là la grande question. Monsieur Babi Malokuna, nous allons rester sur ce sujet. Oui. En 2011, quand il y a eu le hold électoral ici à l'étranger, il y a eu une grande mobilisation dans beaucoup de villes, dans beaucoup de pays. Et maintenant, qu'est-ce qui fait que les gens ne soient plus au fait de l'actualité? Parce que je suppose, c'est peut-être, je préfère que vous me donniez votre avis là-dessus. Hein. Et est-ce que, tel que le régime de M. Kabila agit, est-ce que c'est des signaux pour montrer que décembre 2016, il part, ou c'est des signaux qui montrent qu'il ne veut pas partir? Tout montre qu'il n'a pas la volonté de partir. Ça, on ne peut pas se le cacher. Depuis très longtemps, je vous donne 2-3 indicateurs. Depuis très longtemps, ils ont l'habitude, c'est vrai, d'inaugurer même des toilettes. Mais ici, on voit que M. Kabila et sa bande sont maintenant dans des actions tape à l'œil, des actions pour chercher peut-être comment une confiance en dernière minute. Je ne sais pourquoi. Donc, nous avons vu avec Boukangalonzo, nous avons vu comment ils ont fait la publicité autour de l'aérogare il n'y a pas très longtemps, d'Ndjili. Nous voyons encore comment ils continuent à faire du bruit, du boucan autour de l'acquisition de l'avion A320. Et dans un pays où on a déjà eu Air Zahir, dans un pays où on a déjà eu LAC, et même Sibé Zahir, qui comptait d'ailleurs beaucoup plus d'avions que le seul qu'on voit maintenant, je ne pense pas que cette campagne soit seulement faite pour montrer la bonne volonté ou la bonne foi. C'est une campagne, c'est une démarche qui cache derrière une pré-campagne électorale. Alors, c'est ce qui nous montre qu'ils n'ont pas envie d'arrêter et de partir tel que la Constitution les leur exige.
J'ai parlé de la mobilisation en 2011 Oui. et les combattants avaient le vent en poupe pour freiner toutes les initiatives des gens de Kinshasa. Et maintenant, avoir cette sorte de cacophonie qui existe entre vous, par quelle magie allez-vous donner au peuple congolais le grand mouvement de combattants qui mobilise les gens pour de l'actualité brûlante, entre autres cette histoire de gouverneurs qu'on veut nous parachuter? Vous êtes combattant. Oui, je suis combattant, je le reconnais. Je dois d'abord vous dire tout de suite, Monsieur Fita, que au moment où nous parlons, le combat est en train de traverser une période de vaches maigres. Il faut être sincère de le dire. Pourquoi? Parce que il y a eu une mollesse maintenant, il y a une mollesse au niveau de ceux qui nous suivaient, parce que nous-mêmes, nous avons présenté à leur face des comportements pas dignes, je dirais même inciviques. Il y a des gens qui ont pensé que le combat, c'est faire des vidéos. Il y en a d'autres qui ont pensé que le combat, c'est écrire sur Internet tout ce qu'on veut avec la liberté de penser que l'on s'octroie soi-même. Mais le combat, ce n'est pas ça. Le combat, c'est d'abord la vision. Le combat, c'est aussi des propositions. Si nous allons faire un combat, j'ai déjà entendu des gens le dire, hein, donc notre combat, c'est pour que Kabila parte, point. S'il part et puis après, c'est-à-dire que même si le diable revenait, il s'installait sur le fauteuil de Kabila, c'est bon. Donc ça, je pense que ce n'est pas un combat qu'il faut, parce qu'il faut un combat à long terme. Même s'il devait partir, est-ce que vous pesez encore comme en 2011? Voilà. Si vous ne pesez pas, qu'allez-vous faire pour peser? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont déçus, beaucoup de gens qui suivaient et se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Donnez-moi un peu la solution. Donc, je vais arriver à la solution, mais il faut quand même arriver à faire comprendre aux gens pourquoi vous dites que nous ne pèsons plus. Et c'est avec raison. C'est pourquoi j'évoque un peu ces éléments. Et je vous ajoute encore autre chose, la cacophonie qu'il y a dans notre message. Il y a des gens qui racontent tous les jours ici dans les médias que nous battons pour les 8 millions de morts. Oui, c'est vrai, nous nous battons pour qu'il y ait la vérité, qu'il y ait la justice autour de ces morts injustes et injustifiées. Mais, d'une part, nous nous battons, et surtout pour les vivants. Parce que si nous devons faire un combat pour les 8 millions de morts, mais que nous ne pensons rien proposer pour les 70 ou 80 millions de survivants, c'est-à-dire que nous ne faisons pas du combat. Parce que le sens même d'un combat, c'est de pouvoir donner de l'espoir. Donc ici, c'est pourquoi la suite de votre question, qu'est-ce que nous pensons maintenant faire pour redonner de l'espoir à ceux qui hier nous suivaient et aujourd'hui ne savent plus nous suivre du fait de la cacophonie dénoncée maintenant. Donc, c'est de travailler au niveau interne avec ceux qui sont encore actifs et ceux qui sont encore consciencieux pour reconstruire le combat sur d'autres bases. Hein? On se connaît déjà mieux, c'est très bien. D'ailleurs, ça nous permet de savoir qui est qui, ça nous permet de savoir qui pense comment et qui a une force de proposition et qui était là pour le dialélo. Donc, pour le moment, nous avons déjà commencé à le faire. Et les actes que nous allons poser dans les jours qui suivent vont, je crois, vous démontrer. La stratégie, quand elle est dite à l'avance, ça ne va peut-être pas aboutir parce qu'on aura des gens qui nous mettront des bâtons dans les roues. Je prends bonne note. Je prends bonne note parce que ma question était motivée par le nombre de gens qui venaient aux manifestations. J'ai des vidéos, j'ai fait des reportages depuis je vois peau de chagrin. Et je suppose que ce que vous avez donné, c'est la formule magique et que vos amis combattants ont suivi. Et nous leur demandons, nous vous demandons à vous tous combattants, montrez-nous une mobilisation sur terrain qui puisse faire peur au camp adverse. Bien. C'est déjà un début de mobilisation, vous allez le voir. Et l'autre mobilisation, ça sera sur le terrain au pays. Et nous l'avions fait en 2011. Nous allons encore nous détacher d'ici pour aller continuer ce travail sur le terrain. Bien, Monsieur Babi Balukuna, nous vous remercions sur tout ce que vous avez donné comme proposition par rapport à votre combat pour le Congo. Et
La dernière question, hein, avant que je ne vous donne le mot de la fin, c'est si on devrait faire un bilan. Quand il y aura les élections, oui, vous de l'opposition, vous irez avec des propositions, vos projets, et les gens d'en face viendront avec leur bilan, et vous aurez le loisir de critiquer leur bilan. Si vous devriez critiquer leur bilan, que diriez-vous en ce moment? Parce qu'avec les médias qu'ils ont, vous l'avez d'ailleurs souligné, ils montrent les ponts, les avions, enfin un avion, les tours de contrôle, sûrement il y a d'autres surprises qui viendront. Enfin, je le souhaite pour le pays. Oui. Et qu'est-ce que vous avez contre eux qui puissent faire en sorte que lors des élections, vous, candidats, vous soyez élus et que le candidat de camp en face perde à cause de votre message? Oui, le premier bilan, c'est un bilan au niveau d'abord de la conscience, de la mentalité, parce que à ce niveau-là, étant donné que ils ont lamentablement échoué, nous le voyons, ça a entraîné la dépravation des mœurs, la compréhension des choses au niveau national, dans le chef même de chaque citoyen, est beaucoup plus tirée vers le bas. Et ça, c'est un bilan qui est très macabre. Aujourd'hui, sur les plans de l'éducation nationale, je vois bien que le ministre Maker Mwangou fait quand même beaucoup d'efforts dans un sens, celui par exemple de la qualité des résultats, que ça arrive plus vite. Mais sinon, au niveau du programme de l'enseignement, à ce niveau-là, il y a encore beaucoup de choses à dire. Quand vous voyez que les enseignants, même au niveau des instituts supérieurs, de l'enseignement supérieur ou des universités, vous trouvez qu'il y a des professeurs qui ont des gros titres, mais leur syllabus, leur cours, c'est des cours qu'ils ont donnés il y a de cela 50 ans, il y a de cela 40 ans, 30 ans, ça n'a pas beaucoup évolué. Or, ici, il y a beaucoup d'évolution dans les différentes disciplines, en droit, en économie, en marketing, dans tout ce que vous voulez, mais chez nous, ça n'a pas évolué. Donc, il y a bien des choses à faire sur ce plan-là. Et sur les plans économiques, on nous chante beaucoup la croissance. Oui, il y a deux chiffres, hein. Qui ne reste qu'une croissance au niveau des chiffres. Et quand nous arrivons à scruter le panier, ou aujourd'hui ce qui est devenu le sachet de la ménagère, nous voyons que ça a sensiblement maigri, et que dans les ménages, les gens se plaignent de manger, les gens se plaignent de moyens de scolariser, pour scolariser leurs enfants. Les gens se plaignent de beaucoup de choses, des soins médicaux. Les gens se plaignent encore pour le transport, quoique il y a quelques bus qu'on continue à nous faire voir toujours dans la logique de la campagne électorale. Donc tout ça, c'est l'ensemble des bilans. Et je vous ai dit que ce qui m'importe plus, c'est l'échec qu'il y a au niveau mental, et c'est l'échec qu'il y a au niveau social. Sur les plans politiques, vous savez très bien que notre classe politique est à revoir, est je n'ai pas envie de dire à rajeunir sur le plan de l'âge de ceux qui œuvrent, mais à rajeunir sur le plan de l'esprit. Donc c'est encore en rapport avec le premier élément que j'ai évoqué, le mental, la conscience nationale. Donc voilà un peu là où les kabylistes ont beaucoup échoué. Ils ont beaucoup échoué à ce niveau-là. Et au niveau des droits humains, vous avez très bien vu que les gens ont beaucoup été tués, les acteurs des droits de l'homme, les journalistes, les chiens ont été embrigadés, il y a eu beaucoup de fermetures de chaînes. Donc tout ça, c'est un bilan qu'il faudra, au moment de leur fin de mandat, remettre à la surface pour en discuter et dire aux gens qu'ils ont lamentablement échoué. Et voilà beaucoup plus ce qui est ce qu'on doit retenir. Déjà à ce stade, avant même qu'il n'en arrive à d'autres dégâts dans peu de temps. Et en une phrase, en 2016, vous voyez l'UDPS au pouvoir ou pas? En une phrase. En 2016, oui, j'ai espoir, et je vois que ça peut être parmi les partis de l'opposition, un parti qui va entraîner le changement au pouvoir. Bien, merci beaucoup, M. Babi Balkouna, pour cet échange sur le compte à rebours dans notre pays. Chaque jour qui passe,
C'est un jour de moins et très bientôt, nous y arriverons, mais nous aimerions que ça soit en douceur et qu'il y ait passation de pouvoir. Le pays a besoin de ça, les citoyens ont besoin de cela. Et votre dernier mot? Oui, dans mon dernier mot, j'aimerais encore rajouter que au niveau toujours de la conscience qui a été bafouée, cela a permis qu'on s'habitue et qu'on accepte la tricherie comme on en a eu en 2011, parce que c'est la conscience aujourd'hui, comme on accepte que les parents soient renforcés dans la prise en charge de leur foyer par leurs filles qui vont faire n'importe quoi dans la rue, on accepte aussi que l'on tripatouille les résultats au niveau des écoles. On peut accepter encore qu'un président triche aux élections et qu'il soit là et qu'on continue à reconnaître que c'est un président. Donc voilà, pour conclure, j'aimerais dire que nous devons tous nous lever pour changer cette situation. Et changer cette situation ne doit pas se limiter à des manifestations. Ça ne doit pas se limiter à des discussions dans des forums sur Internet. Ça doit évoluer jusqu'au niveau des rencontres, des forums pour reconstruire une nouvelle conscience. Monsieur Babi Balukuna, nous vous remercions pour cette émission et nous remercions aussi tous les lecteurs, tous les spectateurs qui ont pris l'habitude de suivre cette émission que nous produirons de plus en plus régulièrement jusque l'année prochaine. Et nous remercions enfin notre réalisateur, M. Gérard Kanabassaou, sans qui ces images ne vous seraient pas parvenues. Encore une fois, merci et à la prochaine.